La Terre et Vénus sont nées du même nuage de poussière et de gaz. Elles ont la même taille, elles ont la même masse, elles sont à peu près à la même distance du jeune Soleil. Il y a 4,5 milliards d'années, elles étaient jumelles. Aujourd'hui, l'une d'entre elles est le berceau de la vie. Les océans, les forêts, les villes, 7 milliards d'êtres humains. L'autre est un enfer brûlant, où le plomb coule à flot et où la pression peut écraser un sous-marin nucléaire en quelques secondes. Pourquoi la NASA craint-elle Vénus? Non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle nous ressemble trop. Et ce qui lui est arrivé pourrait se reproduire. C'est l'histoire d'une planète qui était un paradis, d'une catastrophe que personne n'a vu venir, et d'une question à laquelle nous devons trouver une réponse avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre ce qui est arrivé à Vénus, il faut remonter au tout début, à l'époque où le système solaire n'était qu'un disque tournant de poussière et de gaz brûlants. Il y a 4,5 milliards d'années, dans ce chaos primitif, les planètes ont commencé à se former. La gravité a rassemblé la matière en amas, les amas se sont heurtés, ont grandi, se sont échauffés sous l'effet d'impacts incessants. De cette violence sont nés deux mondes, presque indiscernables l'un de l'autre, Vénus et la Terre. Vénus a reçu 95% de la masse terrestre. Son diamètre est de 12.000 km contre 12 742 km pour la Terre. La différence est inférieure à 5%. Les deux planètes sont composées des mêmes éléments, un noyau de fer, un manteau silicaté et une fine croûte rocheuse. Elles se sont toutes deux formées dans la zone habitable, à une distance du Soleil, où l'eau peut exister à l'état liquide. Et c'est là que commence le mystère. Selon les modèles climatiques de la NASA, la jeune Vénus aurait pu avoir un océan peu profond et des températures modérées pendant près de 2 milliards d'années. Les chercheurs de l'Institut Goddard d'études spatiales ont recréé les conditions de l'ancienne Vénus sur ordinateur. Une atmosphère similaire à celle de la Terre, une rotation lente, de l'eau dans les basses terres. Le résultat les a eux-mêmes surpris. Les températures moyennes se sont avérées inférieures de plusieurs degrés à celles de la Terre actuelle. Imaginez un monde avec des nuages, de la pluie, peut-être une vie primitive dans des eaux chaudes et peu profondes. Mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. En décembre 2024, un groupe de chercheurs de l'Université de Cambridge a publié un article qui remet en question l'idée même de l'existence d'océans sur Vénus. Ils ont étudié la composition chimique de l'atmosphère de Vénus et sont arrivés à la conclusion que les profondeurs de la planète sont trop sèches. Les gaz volcaniques sur Vénus contiennent moins de 6% de vapeur d'eau, contre 60% sur Terre. Cela signifie qu'il n'y a pratiquement pas d'eau dans les profondeurs de Vénus, et il n'y en a peut-être jamais eu. Deux points de vue, deux versions du passé. Le paradis qui a disparu ou l'enfer qui a toujours existé. Mais il y a un indice qui ne laisse aucun des deux camps tranquille. Le rapport entre le deutérium et l'hydrogène ordinaire dans l'atmosphère de Vénus est 150 fois plus élevé que sur Terre. Le deutérium est un isotope lourd de l'hydrogène, avec un neutron supplémentaire dans son noyau. Lorsque l'eau s'évapore et se décompose sous l'effet des rayons ultraviolets, l'hydrogène léger s'échappe dans l'espace plus rapidement que l'hydrogène lourd. Il ne reste alors que du deutérium. Beaucoup de deutérium. Il s'agit d'une cicatrice chimique, la trace d'une quantité énorme d'eau qui existait autrefois sur Vénus et qui a disparu. La question est de savoir si cette eau se trouvait à la surface ou seulement dans l'atmosphère, sans avoir eu le temps de se condenser en océan. Quoi qu'il en soit, quelque chose a terriblement mal tourné. Quelque chose a transformé ce monde qui aurait pu être notre jumeau en l'endroit le plus hostile du système solaire. Et pour comprendre exactement de quoi il s'agit, il faut se pencher sur le mécanisme de la catastrophe climatique la plus terrible que la science ait jamais connue. Le mécanisme qui a détruit Vénus a un nom. Les scientifiques l'appellent « effet de serre incontrôlable », « runaway greenhouse », le point de non-retour pour toute une planète. Pour comprendre comment cela fonctionne, imaginez un système simple. Le Soleil réchauffe la surface de la planète. La planète renvoie la chaleur dans l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. Si l'atmosphère contient des gaz qui absorbent ce rayonnement, dioxyde de carbone, vapeur d'eau, méthane, une partie de la chaleur est retenue. La planète se réchauffe, c'est l'effet de serre normal. Sans lui, la Terre serait une boule de glace avec une température de moins 18 degrés. Mais ce système a ses limites. Lorsque la température augmente suffisamment, les océans commencent à s'évaporer plus rapidement. La vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre. Plus il y a de vapeur,
plus la chaleur est retenue et plus l'eau s'évapore. C'est un cercle vicieux, une rétroaction positive, pour employer le langage de la physique. Même si, dans ce cas précis, le mot « positive » sonne comme une mauvaise blague. Sur Vénus, cette boucle s'est refermée. Ce qui a précisément servi de déclencheur fait encore l'objet de débats. L'une des principales hypothèses est liée au volcanisme. Un volcanisme à grande échelle, catastrophique, tel que la Terre n'en a jamais connu dans toute son histoire. En 2022, un groupe de chercheurs dirigé par Michael Way de la NASA a présenté un modèle basé sur des analogies terrestres. Au cours des 2 derniers milliards d'années, notre planète a connu plus de 560 événements que les géologues appellent « grandes provinces magmatiques ». Il s'agit de gigantesques fissures dans la croûte terrestre d'où se sont déversés des millions de kilomètres cubes de lave. Les trappes sibériens, qui ont fait éruption il y a 252 millions d'années, ont détruit 90% de toutes les espèces sur Terre. Maintenant, imaginez quelque chose de similaire sur Vénus, mais à plus grande échelle, et sur une planète qui était déjà au bord du gouffre. Lorsque la croûte se fissure et que la magma jaillit à la surface, elle rejette dans l'atmosphère d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre. La température augmente, les océans commencent à bouillir, la vapeur d'eau s'élève dans les couches supérieures de l'atmosphère, où le rayonnement ultraviolet du Soleil scinde les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène, plus léger, s'échappe définitivement dans l'espace. L'oxygène se lie au fer présent dans les roches, oxydant la surface. L'eau disparaît, irrévocablement. Sans eau, un autre processus essentiel cesse, la tectonique des plaques. Sur Terre, l'eau sert en quelque sorte de lubrifiant, permettant aux plaques lithosphériques de glisser les unes par rapport aux autres. La tectonique, à son tour, assure le cycle du carbone. Le dioxyde de carbone de l'atmosphère se lie aux roches, qui plongent ensuite dans le manteau. C'est le thermostat naturel de la planète. Le thermostat de Vénus est cassé. Le dioxyde de carbone émis par les volcans n'avait nulle part où aller. Il s'est accumulé dans l'atmosphère, couche après couche, siècle après siècle. La pression augmentait, la température augmentait, et à un moment donné, peut-être il y a 700 millions d'années, peut-être il y a 3 milliards d'années, Vénus a franchi le point de non-retour. Le verdict a été rendu, et il n'était pas susceptible d'appel. Aujourd'hui, Vénus est le résultat figé de cette catastrophe ancienne. Mais figé n'est pas le mot juste, car Vénus est toujours active, et les découvertes de ces dernières années ont obligé les scientifiques à revoir complètement leur conception de ce monde. Le 1er mars 1982, l'appareil soviétique Vénus 13 a touché la surface de la planète. Les ingénieurs estimaient qu'il survivrait 32 minutes. Il a tenu 127 minutes, soit plus de 2 heures dans un enfer où la température atteignait 457 degrés Celsius et la pression 90 atmosphères. Cela équivaut à une profondeur de 900 mètres sous l'eau. Mais au lieu de l'eau, il y avait une atmosphère brûlante de dioxyde de carbone. Au cours de ces 2 heures, Vénus 13 a transmis les premières photos en couleur de la surface et le premier enregistrement audio de l'histoire provenant d'une autre planète. Le bruit du vent, le choc de l'atterrissage, le bruit de la foreuse en action, prélevant un échantillon de sol. Et puis, 40 ans de silence. Aucun pays n'a osé revenir, mais les données sont restées. Et en 2023, quelque chose d'inattendu s'est produit. Robert Eric de l'Université d'Alaska a examiné les images radar archivées de la mission Magellan, un appareil américain qui a cartographié Vénus entre 1990 et 1992. Il a passé 200 heures à comparer manuellement les images, une recherche d'aiguille dans une botte de foin sans garantie que l'aiguille existe réellement. Il l'a trouvé. Le cratère du volcan Mount Mons, plus haut que l'Everest, a changé de forme en 8 mois entre 2 prises de vue. Sa superficie a augmenté de près de 2 km². Des traces de coulées de lave récentes sont apparues sur ses flancs. C'était la première preuve directe d'une activité volcanique sur Vénus. Pas des indices indirects, pas des modèles, des photos avant et après. En mai 2024, des chercheurs italiens ont découvert 2 autres éruptions dans les mêmes archives, sur le volcan Sif Mons et dans la région de Niobe Planitia. Des coulées de lave ont recouvert des dizaines de kilomètres carrés. Cela s'est produit pendant la mission Magellan. Vénus a fait éruption sous nos yeux, et ce n'est que le début. Vénus compte plus de 80 000 volcans.
Sa surface est composée à 90% de basalte, c'est-à-dire de lave solidifiée. 65% de la planète est recouverte de plaines volcaniques. C'est un monde qui s'est littéralement refondu. Mais les découvertes les plus intrigantes ne concernent pas la surface, mais ce qui se trouve au-dessus et en dessous. En 2020, des astronomes ont annoncé avoir détecté du phosphine dans les nuages de Vénus. Le phosphine est un gaz dont la molécule est composée d'un atome de phosphore et de 3 atomes d'hydrogène. Sur Terre, il est produit soit par des procédés industriels, soit par des bactéries anaérobies. Dans l'atmosphère oxydante de Vénus, il devrait se décomposer en quelques heures, mais il est bien présent. Quelque chose le produit. Plus tard, on a découvert l'ammoniac, un autre gaz qui ne devrait pas exister en équilibre avec l'atmosphère vénusienne. Une hypothèse qui semble presque folle, mais qu'il est impossible d'écarter. Les micro-organismes, présents dans les nuages, à une altitude de 50 à 60 km, où la température et la pression sont tout à fait supportables, pourraient libérer de l'ammoniac, neutralisant ainsi l'acide sulfurique et créant un micro-environnement propice à la vie. La vie en enfer? Des recherches ont montré que les molécules organiques de base, les bases nucléiques, les acides aminés, sont stables dans l'acide sulfurique concentré. La vie aurait pu s'y adapter. Ou bien elle aurait pu y naître à l'origine, quand Vénus n'était pas encore Vénus. Et sous la surface, un autre mystère. L'analyse des données radar a révélé des signes de gigantesques tubes de lave, des tunnels souterrains formés par des coulées de magma. Sur Terre et sur la Lune, ces structures atteignent plusieurs centaines de mètres de diamètre. Sur Vénus, où la pression atmosphérique monstrueuse est 92 fois supérieure à celle de la Terre, les voûtes des grottes ne s'effondrent pas. Elles peuvent être immenses, kilomètres de diamètre. Des mondes souterrains entiers avec une température relativement stable, protégés des radiations et des nuages acides. Vénus n'est plus une planète morte dans les manuels scolaires. Elle s'est avérée vivante, géologiquement, chimiquement et peut-être biologiquement. Et maintenant, l'humanité se prépare à revenir. Après 40 ans de silence, l'humanité prépare toute une flotte pour Vénus. 3 agences spatiales, 3 missions, un seul objectif, comprendre ce qui a tué notre jumelle. Da Vinci doit partir en premier, Deep Atmosphere, Venus, Investigation of Noble Gas, Chemistry and Imaging. C'est ce que signifie l'acronyme inspiré du nom de Léonard de Vinci. Le lancement est prévu pour décembre 2030. La mission se compose de 2 parties, un engin orbital et une sonde descendante. La sonde Da Vinci fera ce que personne n'a fait depuis 1985. Elle entrera dans l'atmosphère de Vénus, 1 heure de chute à travers les nuages toxiques. Les instruments analyseront la composition de l'air toutes les quelques secondes, enregistrant les changements à différentes altitudes. L'objectif principal, les gaz nobles. Hélium, néon, argon, krypton, xénon. Ces éléments sont chimiquement inertes. Ils ne réagissent pas, ne se désintègrent pas, ne s'évaporent pas. Ils se souviennent. Leur proportion dans l'atmosphère est un enregistrement de l'histoire de la planète, impossible à effacer. Si Da Vinci détecte certaines signatures isotopiques, cela confirmera que Vénus avait autrefois des océans. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'elle était un enfer depuis sa naissance. Mais il y a une autre mission. La sonde vise la région d'Alfa Reggio, un ancien plateau appelé Tessère. Les tessères sont des zones de croûte fortement déformées et froissées, que l'on ne trouve que sur Vénus. Elles représentent environ 8% de la surface et sont considérées comme les structures les plus anciennes de la planète. Elles se sont peut-être formées à l'époque où il y avait encore de l'eau sur Vénus. Les caméras Da Vinci prendront les premières photos de la surface de Vénus depuis 40 ans. La résolution sera de 30 cm par pixel. Les scientifiques pourront voir la texture des roches, les traces d'érosion, peut-être même des signes indiquant que des vagues ont autrefois déferlé ici. Ensuite, en juin 2031, Veritas sera lancé. Venue Emissivity, Radio Science, INSAR, Topography and Spectroscopy. Le mot Veritas signifie vérité en latin. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Cette mission doit permettre de créer la première carte mondiale de Vénus en haute résolution, 10 fois plus détaillée que tout ce dont nous disposons actuellement. Le radar VISAR construira des modèles tridimensionnels du relief avec une précision de 5 mètres en hauteur. Cela permettra de détecter les moindres déformations de la surface, signe d'une tectonique active. Le spectromètre VM déterminera la composition des roches dans différentes régions.
Les scientifiques recherchent du granit, ou plutôt du phéolite, son équivalent vénusien. Pourquoi est-ce important? Le granit ne se forme sur Terre qu'en présence d'eau. Si Veritas découvre des roches granitiques sur les anciennes hauteurs de Vénus, cela constituera une preuve irréfutable de l'existence d'océans. En novembre de cette même année 2031, la sonde européenne Envision se rendra sur Vénus. La mission de l'Agence spatiale européenne vise ce que les scientifiques appellent une approche holistique. Envision étudiera les liens entre l'atmosphère, la surface et les profondeurs de la planète comme un système unique. Comment l'activité géologique influence-t-elle le climat? Comment les volcans modifient-ils la composition de l'atmosphère? Que se passe-t-il sous la croûte terrestre? Pour répondre à cette dernière question, Envision est équipé d'un radar souterrain SRS. Il est capable de scanner le sol jusqu'à une profondeur d'1 kilomètre. Ces gigantesques tubes de lave dont nous avons parlé, s'ils existent, seront détectés par le SRS. 3 missions, 3 ensembles d'instruments, 3 regards sur une seule planète. D'ici le milieu des années 30, nous en saurons plus sur Vénus que nous n'en avons appris au cours de toute l'histoire précédente de l'astronautique. Mais le chemin pour y parvenir n'a pas été facile. En 2022, un audit indépendant a révélé de graves problèmes au sein du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA, l'organisation responsable de Veritas. Le lancement a été reporté d'au moins 3 ans. En 2023, le budget demandé pour la mission a été réduit à 1,5 million de dollars, ce qui signifiait en fait le gel du projet. La communauté scientifique a tiré la sonnette d'alarme. Les planétologues, les astrobiologistes, les climatologues, tous ont compris que Vénus était trop importante pour être ignorée, pas seulement en tant qu'objet d'étude scientifique, mais aussi en tant qu'avertissement. En mars 2024, le Congrès américain a rétabli le financement. Veritas a repris son programme. Ce fut une victoire, mais cela a montré à quel point même les programmes scientifiques les plus importants peuvent être fragiles. En 2025, l'histoire s'est répétée. La nouvelle administration a proposé des réductions budgétaires radicales pour la NASA. Non seulement les missions vénusiennes ont été menacées, mais aussi la participation américaine au projet européen Envision, car le radar Vensar est fourni par la NASA. Une fois encore, la communauté scientifique s'est présentée comme un front uni. Une fois encore, le Congrès a rejeté les coupes budgétaires et a adopté un budget de 24 400 millions de dollars. Vénus est devenue une question politique, et cela, aussi étrange que cela puisse paraître, est un bon signe. Cela signifie que les gens commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'étudier une planète lointaine, il s'agit de notre propre avenir. Vénus n'est pas seulement une planète infernale située à 108 millions de kilomètres de nous. Vénus est un miroir. Nous observons son atmosphère étouffante composée de dioxyde de carbone et voyons ce qui se passe lorsque l'effet de serre devient incontrôlable. Nous observons sa surface brûlée et comprenons, ce n'est pas de la science-fiction, ni une modélisation informatique, c'est la réalité. Cela s'est produit, avec une planète qui aurait pu être notre sœur. Les scientifiques affirment qu'un effet de serre incontrôlable sur Terre résultant de l'activité humaine est pratiquement impossible. Il faudrait pour cela que les concentrations de dioxyde de carbone soient bien supérieures à celles actuelles. Le Soleil devrait devenir plus brillant de plusieurs dizaines de pourcents, ce qui ne se produira que dans des milliards d'années. Mais Vénus nous enseigne autre chose. Elle nous enseigne que les systèmes climatiques sont non linéaires, qu'il existe des points de non-retour, que des changements qui semblent lents et gérables peuvent un jour franchir le seuil critique et qu'il sera alors impossible de les arrêter. Nous ne transformerons pas la Terre en Vénus, mais nous pouvons la rendre moins propice à la vie, moins semblable à cette oasis bleue que nous connaissons, et Vénus nous le rappelle chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel du soir et que nous la voyons brillante, magnifique, morte. Il y a aussi une autre leçon, une leçon sur notre soif de connaissance. Pendant 40 ans, nous ne sommes pas retournés sur Vénus. Pendant 40 ans, elle est restée suspendue dans le ciel, la planète la plus proche de nous, et nous avons détourné le regard vers Mars, Jupiter et les exoplanètes lointaines. Vénus était trop complexe, trop hostile, trop inconfortable. Mais nous revenons quand même, pas pour les ressources, car il n'y a rien à exploiter. Pas pour la gloire, car l'ère de la course à l'espace est révolue depuis longtemps. Nous y retournons pour trouver des réponses, pour comprendre, pour acquérir des connaissances qu'il est impossible d'obtenir autrement. Quelque part dans les nuages de Vénus, il y a peut-être des micro-organismes
qui ont appris à vivre dans l'acide sulfurique. Quelque part sous sa surface, il existe peut-être des grottes gigantesques, derniers refuges d'un monde disparu. Et quelque part dans les roches anciennes du Tesser, il reste peut-être des traces de l'eau qui s'écoulait ici il y a des milliards d'années. Nous ne savons pas. Pour l'instant, nous ne savons pas. Mais dans quelques années, 3 engins spatiaux se mettront en route vers l'étoile du matin. Da Vinci plongera dans l'atmosphère toxique. Veritas déploiera son radar au-dessus des nuages, En Vision examinera la surface. Et alors Vénus parlera enfin. Elle nous racontera l'histoire de sa disparition. Une histoire qui a peut-être commencé exactement comme la nôtre, avec les océans, avec les nuages, avec l'espoir. Et nous écouterons, parce que cette histoire ne concerne pas seulement elle, c'est notre histoire.